Mesdames et messieurs, bonsoir. L'actualité est assez chargée aujourd'hui. Relations internationales, M. Giscard d'Estaing et Brejnev, à l'issue du sommet franco-soviétique de Moscou, ont signé au Kremlin d'importants documents, entre autres sur le développement de la coopération entre les deux pays, et ces sommets vont devenir annuels. Aux États-Unis, l'année dernière, 5 dissidents soviétiques, dont Gainsbourg, l'écrivain, ont été échangés contre 2 fonctionnaires soviétiques qui avaient été condamnés aux États-Unis pour espionnage. Les dissidents libérés ont tenu aujourd'hui une conférence de presse. En France, ouverture de la foire de Paris, un nouveau président de la CGC, la Confédération Générale des Cadres, M. Jean Menu, que vous verrez dans une interview. Mais nous commencerons par la collision de 2 pétroliers aux petites heures ce matin au large d'Ouessant. Le pétrolier libérien Gino transportait 32 000 tonnes de produits pétroliers, collision avec un tanker norvégien qui circulait à vide. Très grande émotion, on a craint une nouvelle catastrophe de marée noire, un peu semblable à celle de la Mococadis il y a un an. En fait, c'est moins grave. D'une part parce que l'accident a eu lieu à une 60aine de kilomètres des côtes françaises, et d'autre part parce que le produit pétrolier transporté par le Gino était plus lourd que l'eau de mer et il s'est enfoncé à plus d'une centaine de mètres dans l'eau. La nappe repérée ce soir par les brigades atlantiques de la Marine nationale dessine à la surface de la mer un triangle isocèle dont 2 côtés mesurent environ 10 km. L'épaisseur très faible rend difficile pour le moment le traitement par dispersant. Toutefois, ce pétrole est uniquement du fioul de combustion échappé à la mer au moment de la collision. 4h10 ce matin, la collision. Un choc très violent entre les 2 bateaux, le pétrolier libérien Gino, armateur italien, commandant grec. Un bateau de 216 mètres de long transportant 32 000 tonnes de pétrole. L'autre, c'est un pétrolier norvégien, 170 mètres de long, heureusement vide. 10h30, le Gino disparaît complètement et coule par 135 mètres de fond dans les eaux internationales. Mais dès 5h du matin, l'équipage de 35 hommes est sain et sauf et recueilli par un cargo russe. Le pétrolier norvégien, quant à lui, a une brèche de 10 mètres à l'avant et continue actuellement sa route sur Rotterdam. À l'origine de la collision, sans doute une défaillance humaine, le commandant norvégien ayant probablement refusé la priorité aux navires libériens. Selon les unités de la Marine nationale arrivées immédiatement sur les lieux, la situation ne devrait pas prendre les dimensions d'une catastrophe, car on sait maintenant ce qu'il y avait dans les soutes du pétrolier. Un produit raffiné, très homogène, très lourd, et dont la densité est supérieure à l'eau de mer. Il y a sans doute un risque de dilution, mais un risque qui n'est pas immédiat, comme le confirme sur place un représentant du centre de recherche et d'expérimentation. Il y a seulement du fioul numéro 2 à la surface de l'eau, dans la mesure où le pétrole qui était prisonnier du bateau qui a coulé apparemment n'est pas sorti à la surface de l'eau. Il a une densité qui est très nettement supérieure à celle de l'eau de mer. Il y a donc de fortes chances qu'on ne constate pas d'épanchement en surface de ce pétrole. En ce qui concerne le fioul de propulsion, vous savez que c'est un fioul qui est très peu soluble et qui ne présente que très peu de risques vis-à-vis de l'environnement. Donc je crois que les risques sont quand même pour l'instant assez limités. Mais avec la mer, sait-on jamais, les conditions atmosphériques dans les parages de la collision ne sont pas bonnes. La mer est loin d'être calme, les vents sont assez forts, la situation peut donc évoluer. Laurent Brouped va nous dire à quoi on peut s'attendre pour les prochaines 24 heures et j'espère que vous allez nous rassurer. Écoutez, dans une certaine mesure, oui, car la journée de demain devrait être plus calme point de vue météo et je pense que les sauveteurs pourront travailler sur l'épave. En effet, les gros nuages qui ont obscurci toute la Bretagne cette journée se décalent actuellement vers le sud avec leur cortège de pluie. Alors cette nuit, il y aura sans doute encore 1 ou 2 petits passages pluvieux, mais dès demain matin, le ciel devrait être un peu plus dégagé avec donc une alternance d'éclaircies et de passages nuageux. Bref, une accalmie, avant sans doute dans la nuit de dimanche à lundi le retour d'une grosse vague de pluie et donc à nouveau du mauvais temps. Mais ce qui compte aussi, c'est le vent. En effet, si une nappe de produits pétroliers, quel qu'il soit, devait remonter à la surface, c'est le vent qui la dirigerait. Alors regardons la carte. Aujourd'hui, le vent était de nord-ouest, parfois du nord. Sa vitesse 15-20 nœuds, c'est-à-dire 35 km à l'heure environ. Seulement cette nuit, ce vent va quelque peu forcir, monter à 20 nœuds, c'est-à-dire 30 nœuds, même 55 km à l'heure. Donc, du coup, la mer va quelque peu s'agiter, on peut s'attendre à une houle de 1,50 m de creux. Alors c'est vrai, ce vent n'est pas d'ouest, donc le pétrole éventuel ne serait pas poussé vers la côte, mais il faut savoir que si vous lâchez un bouchon dans cette région, sa destination finale, eh bien c'est la côte. Le vent ne peut que le maintenir un temps au large, retardant un petit peu l'échéance. Alors pour le pétrole, on peut ainsi espérer que ce pétrole puisse de lui-même s'éliminer, soit donc de lui-même, soit avec l'intervention de spécialistes. Eh bien, espérons. Coup de théâtre politique. 5 dissidents soviétiques viennent d'être libérés par le RSS.
Parmi eux, le plus célèbre, le journaliste écrivain Alexandre Gainsbourg. Eh bien, les 5 ont été échangés hier à l'aéroport Kennedy de New York contre 2 fonctionnaires des services spéciaux russes qui avaient été condamnés à de lourdes peines aux États-Unis, mais dont les condamnations avaient été commuées par le gouvernement américain. Les 5 personnalités avaient quitté leur pays en avion hier à l'aube. C'est seulement dans l'avion qu'on leur avait annoncé qu'ils étaient transportés aux États-Unis. Vous imaginez leur étonnement et en même temps leur joie. Leurs familles doivent arriver, elles aussi, bientôt là-bas. Après avoir passé hier leur première soirée en Occident dans un grand hôtel new-yorkais, protégés par un important service d'ordre du ministère américain des Affaires étrangères, les ex-dissidents ont tenu cet après-midi une conférence de presse. Ils sont épuisés, mais leur moral est excellent. 2 d'entre eux quitteront les États-Unis demain dimanche pour se rendre en Israël, où ils comptent s'installer et on les attend avec impatience. Les 3 autres exilés ont l'intention de rester aux États-Unis avec leurs familles, qui les auront, comme je vous le disais, rejoints. Alors voyons les 5 personnalités libérées. Le plus connu des 5 dissidents, Alexandre Gainsbourg, 42 ans, journaliste et écrivain, condamné à 8 ans de travaux forcés pour propagande et agitation anti-soviétique. Tous les 5, emmenés cette nuit à bord d'un appareil de l'aéroflotte vers une destination qui ne leur sera révélée qu'à l'atterrissage, New York. Pour un troc, un échange, le second après celui de Corvalán, leader du PC chilien, et Boukowski en décembre 1976. Mais le premier qui ne concerne que des ressortissants soviétiques. Un échange qui aura donc été préparé depuis 6 mois et commenté ce matin à Moscou pour les journalistes par le porte-parole officiel du gouvernement soviétique. Il y avait des gens qui voulaient quitter l'Union soviétique, il y en avait d'autres dont le retour en Union soviétique nous intéressait. Nous avons donc passé un accord avec les États-Unis. 4 dissidents donc contre 2 espions soviétiques qui sont montés, eux, à New York, dans le même appareil de l'aéroflotte, Moscou. Alors, Jacques Segui, notre correspondant permanent aux États-Unis, est avec nous ce soir à Paris. Qui étaient les 2 agents soviétiques échangés par les Américains contre les 5 dissidents? Oui, M. Enger et Tchernaïev étaient des employés de l'ambassade soviétique aux Nations Unies. Ils n'étaient pas diplomates. Et ils ont essayé d'acheter à des Américains des secrets concernant la lutte sous-marine, des espions. Donc, ils ont été pris, ils ont été condamnés à 50 ans de prison, mais ils n'ont pas effectué de prison. Vous l'avez dit, ils sont restés depuis le mois d'octobre dernier en résidence surveillée. Et c'est depuis ce mois d'octobre dernier que M. Brzezinski, conseiller spécial de M. Carter, et M. Dobrynin, ambassadeur soviétique à Washington, se sont rencontrés de façon régulière. Oui, et M. Brzezinski et l'ambassadeur Dobrynin se rencontraient très souvent. On pensait qu'ils parlaient plutôt des accords SALT, mais on avait bien noté qu'ils se voyaient très fréquemment. Oui, ils en parlaient des accords SALT. Si vous voulez, la dernière fois ils se sont rencontrés, c'est mercredi dernier, c'était la 21e fois depuis le début de l'année. On a parlé SALT, et naturellement, on parlait également de cet échange qui était très important dans l'optique justement de ce traité SALT qui concerne les armements nucléaires stratégiques entre l'URSS et les États-Unis. Écoutez, c'est une affaire d'échange, on peut même dire que c'est une affaire de troc, mais c'est aussi un grand succès pour M. Carter dans sa politique des droits de l'homme. Incontestablement, vous savez que la politique des droits de l'homme de M. Carter a été à plusieurs reprises critiquée. Il ne suffit de penser pour l'Europe à M. Schmitt qui pensait que la politique des droits de l'homme de M. Carter était beaucoup plus maléfique que bénéfique, qu'elle représentait beaucoup plus d'inconvénients. En réalité, un sondage a montré qu'aux États-Unis, elle n'était pas très populaire non plus, et qu'elle arrivait en 8e rang seulement des préoccupations des Américains. Eh bien aujourd'hui, M. Carter, une nouvelle fois, fait la preuve qu'il est tenace. Alors, quelle est la signification politique? La situation politique, évidemment, est évidente. Il s'agit d'un lien avec les SALT. Échange de prisonniers, on l'a dit, ça n'est pas la première fois que ce troc est effectué, mais cette fois-ci, il faut absolument parvenir au 2e accord SALT concernant la limitation des armements stratégiques entre l'URSS et les États-Unis. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de comprendre que le Congrès a pesé de toutes ses forces, notamment avec un de ses leaders, M. Jackson, qui a dit « Nous ne voterons pas, nous ne ratifierons pas les accords SALT si l'URSS ne fait pas d'efforts en ce qui concerne la libération des juifs soviétiques et des dissidents soviétiques. » Aujourd'hui, M. Carter, qui pense d'autre part à l'économie, aux accords avec l'URSS, M. Carter peut penser qu'il a marqué un très grand point,
car les soldes entre M. Brejnev et M. Carter seront signés d'ici un mois environ. Vous parliez d'économie, eh bien les questions économiques ont été, avec les diverses formes de désarmement, au centre des entretiens franco-soviétiques à Moscou, qui avaient commencé avant-hier. Ce fut une réunion importante. Voici le numéro d'aujourd'hui du journal Izvestia que j'ai rapporté ce matin en rentrant de Moscou. On y consacre la plus grande partie de la première page aux entretiens franco-soviétiques. Cependant, pour les journalistes français accompagnant le président, et sans doute aussi pour la délégation officielle française, l'annonce de l'échange dont nous parlons, des dissidents, a été une surprise totale. Pour le grand public soviétique, celui qui s'apprête à entrer dans le long week-end du 1er mai, l'échange de New York ne constitue évidemment pas l'événement majeur puisqu'il l'ignore. Ni la radio, ni la télévision, ni les journaux n'en ont parlé. Seuls les soviétiques qui écoutent les radios étrangères, et ils sont une petite minorité, savent ce qui s'est passé. L'actualité dans la presse, c'est plutôt la visite du président Giscard d'Estaing qui occupe toujours une large place. Visite qui s'est terminée aujourd'hui par la signature de plusieurs accords importants. Une nouveauté majeure, désormais les rencontres au sommet franco-soviétique auront lieu régulièrement une fois par an. Elles seront donc à la fois plus fréquentes et plus régulières. C'est donc une étape dans la coopération franco-soviétique et c'est ce que pense M. Giscard d'Estaing, qui a reçu tout à l'heure l'équipe d'Antenne 2 pour faire un bilan. Un bilan commençant par le désarmement. Ce sont des problèmes que nous abordons de la manière suivante. D'abord, nous sommes attachés à la politique de la détente et nous sommes pour la consolidation, l'accentuation de la politique de la détente. D'autre part, nous sommes attachés, bien entendu, et nous sommes responsables de la sécurité de la France. Et enfin, nous sommes favorables à une politique de limitation des armements et de désarmement. Nous avons analysé l'ensemble de ces facteurs. J'ai proposé un certain nombre d'éléments à prendre en considération pour progresser en direction de cette limitation des armements ou du désarmement, notamment en Europe. Il y a d'autre part un certain nombre de propositions soviétiques que nous allons étudier. Je vous dirais que ce que nous avons fait, c'est d'ouvrir la voie à une étude en profondeur entre l'Union soviétique et la France des possibilité de progresser dans la voie du désarmement. Et nous allons, l'hiver prochain, poursuivre, bien entendu, et approfondir ces réflexions et ces propositions. Alors, sur le plan économique, vous avez signé un programme pour 10 ans et un accord pour les 5 ans à venir, 1980-1985. Dans le passé, il y a parfois eu quelques déceptions dans l'application de ces accords de coopération franco-soviétique. Alors cette fois, quels seront pour la France les objectifs prioritaires à atteindre ? Je vous dirais d'abord que nous avions à Rambouillet, la première rencontre de Rambouillet, c'est-à-dire après mon élection en 1974, nous avions fixé un objectif qui était le triplement du montant des échanges entre l'Union soviétique et la France. Nous avions dit doublement et si possible triplement. Or, nous atteindrons à la fin de cette année le triplement. Donc nous aurons atteint l'objectif. Alors nous avons établi et signé 2 documents, un document à 10 ans pour définir les secteurs de la coopération et en recherchant systématiquement des secteurs d'avenir, c'est-à-dire des secteurs de technologie avancée. Et d'autre part, pour les 5 prochaines années, nous avons défini des objectifs plus précis. Alors nous avons retenu dans notre communiqué la poursuite du développement de nos échanges au même rythme que le rythme du passé, c'est-à-dire permettant d'atteindre à nouveau, dans un délai global de 5 ans, un triplement du montant de ces échanges. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Des conversations franco-soviétiques, il est également ressorti une nouvelle qui intéresse un secteur de pointe, l'espace. Les Français seront associés au programme soviétique d'exploration de l'espace, c'est ce qu'a dit M. Brejnev. Aujourd'hui même, les Russes ont lancé un nouveau satellite Cosmos, le 1097e de la série. Bref, il y aura peut-être, dans un avenir assez proche, entre 1980 et 86, un Français dans l'espace, et Jacques Susplugas, l'un de nos 5 candidats cosmonautes, est ravi de cette nouvelle. Absolument, vous saviez qu'on avait déjà des chances certaines de voler sur le Space Lab avec les Américains. Le fait qu'on annonce maintenant qu'un Français va voler probablement avec les Russes, disons, nous rend plein d'espoir et je pense qu'avant 3 ou 4 ans, on verra un Français dans l'espace. Mais vous n'irez pas sur la Lune, ça ne vous ennuie pas? Non, pour l'instant, ça n'est pas envisagé. Si vous voulez, aussi bien le Space Lab que les engins russes restent sur des orbites basses, disons une altitude comprise entre 500 et 1000 km. Mais ce n'est pas important puisqu'il s'agit maintenant de travailler et si l'orbite terrestre suffit pour effectuer un travail scientifique sérieux, il n'est point besoin d'aller sur la Lune. Il y a derrière vous des images de science-fiction où on voit des Américains se poser sur Mars.
Est-ce que vous pensez que c'est possible? C'est faisable. C'est une question de crédit, d'investissement. Mais si la communauté scientifique internationale décide de se grouper, de joindre ses efforts et de préparer une mission qui consisterait à poser un homme sur Mars, je crois que c'est parfaitement réalisable et avant 10 ans si l'on veut. Est-ce que ça intéresse toujours autant la population, cette aventure de l'espace? Je crois que oui, pour autant que je puisse en juger autour de moi. Si vous voulez, aussi surtout les jeunes se passionnent toujours pour les satellites, pour les fusées, pour les missions lointaines. Donc je crois que l'enthousiasme pour le spatial et pour l'aventure spatiale est ce qu'elle était il y a quelques années. Pensez qu'un jour l'homme de demain ressemblera à Goldorak? Aucune idée, non, j'espère que non. Revenons sur Terre. La première grande émission conjointe Europe numéro 1 Antenne 2 sur les élections européennes aura lieu le vendredi 4 mai en direct à 20h15. Ce sera un des moments forts de la semaine politique. Vous verrez, vous entendrez en direct Mme Simone Veil et messieurs Jacques Chirac, Georges Marchais, François Mitterrand qui répondront aux questions d'Étienne Moujotte et de Jean-Pierre Elkabbach. Notez bien la date de cette importante émission, vendredi 4 mai, 20h15 en direct. Le travail pour une femme n'est pas épanouissant, il représente surtout la possibilité d'avoir une vie plus intéressante. Voilà une des réponses à retenir du sondage réalisé pour Antenne 2 et pour l'hebdomadaire Le Point par la Sofres au début de mars et qui paraît dans le numéro de cette semaine du Point. Le travail féminin dans la société française, la comparaison du travail féminin avec celui des hommes, quelques-unes des solutions envisagées pour les femmes, c'est ainsi qu'on peut résumer l'ensemble des questions posées dans ce sondage et des réponses qui ont été fournies. Plus de la moitié des personnes interrogées voient dans le travail féminin la possibilité pour la femme d'avoir une vie plus intéressante. Mais la nécessité de travailler est ressentie comme un facteur d'épanouissement par 36% seulement des femmes interrogées. La moitié d'entre elles considèrent le travail féminin uniquement comme un moyen d'améliorer le budget du ménage. Pour ce qui est de la femme au foyer, 53% pensent que le travail ménager constitue une tâche plutôt contraignante. Le désir pour la femme de réussir sa vie de couple et d'avoir des enfants semble quasi général. L'image d'une disparité entre le travail féminin et masculin est confirmée, puisque 60% pensent que la possibilité de trouver du travail pour une femme est moins bonne que pour un homme. Enfin, plus de 80% estiment que le développement de l'emploi à temps partiel est une solution au travail féminin et sont favorables à une allocation pour les mères de famille qui ne travaillent pas par ailleurs. Il faut aider de plus en plus les jeunes femmes de France à concilier leur vie familiale et leur vie professionnelle. Ce qu'elles veulent, c'est mener les deux à la fois. Elles veulent travailler, elles mettent en avant leur vie familiale à certains moments de la vie, c'est vrai, alors qu'il y a quelques années, c'était ou l'un ou l'autre. Il y avait celles qui travaillaient et qui souvent n'avaient pas d'enfants, et celles qui ne travaillaient pas et qui avaient beaucoup d'enfants et qui n'osaient pas travailler. Voilà le grand changement. Et ce qu'elles rencontrent surtout dans leur travail, ce sont des difficultés concernant la promotion, concernant le salaire, concernant la vie au travail par rapport aux hommes. Alors ces difficultés existent depuis longtemps. Je ne pense pas qu'actuellement elles aillent en s'aggravant, au contraire. Mais il est certain qu'un excès de protection peut se retourner contre les femmes. C'est pour ça que c'est si difficile et qu'il ne faut pas généraliser. Pour certaines, le temps partiel est une solution. Nous l'étudions en ce moment. Pour d'autres, c'est de s'arrêter et de reprendre, quitte à faire une formation ou reprendre sans formation. Cela dépend des métiers. Pour d'autres, elles ne peuvent pas s'arrêter pour des tas de raisons. Pour leur métier, personnellement quelquefois. Et là, il faut revoir, il faut augmenter les équipements de la petite enfance. Seriez-vous favorable à une possibilité pour une femme de s'arrêter pendant 2 ans, comme une majorité d'entre elles, selon le sondage, le réclame? C'est ce qui existe actuellement dans le congé parental. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'indemnité, il n'y a que le complément familial qui n'est pas très important. Et ce n'est possible que dans les grandes entreprises, ce n'est pas possible partout. Il y a des postes, on ne peut pas geler le poste. Donc c'est une solution, mais ce n'est pas la seule solution. M. Bergeron est intervenu aujourd'hui auprès du Premier ministre pour relancer la négociation dans la sidérurgie. Assurance a été donnée au secrétaire général de FO qu'une réunion entre les syndicats et M. Boulin, ministre du Travail, serait très prochainement organisée. Sidérurgie toujours, 200 ouvriers appartenant à la CGT occupent depuis ce matin les installations d'Usinor à Longwy. Ils entendent ainsi protester contre la mise en chômage technique du personnel des hauts fourneaux, décidée par la direction à la suite de la grève qui, depuis mardi, paralyse la dite usine. Le 24e congrès de la Confédération générale des cadres s'est terminé ce midi à Versailles. Ainsi que l'on s'y attendait, c'est M. Jean Menu qui avait été élu hier soir à la succession de M. Yvan Charpentier. Jacques Merlino a rencontré le nouveau président des cadres. Jean Menu, 58 ans, marié et 5 enfants, est ingénieur au charbonnage de France.
Militant en CGC de la première heure, il s'est toujours singularisé par sa volonté de rapprocher la Confédération Générale des Cadres des autres syndicats. Anti-Charpentier aussi bien par le physique que par les idées, il a pour lui d'apparaître comme un novateur, mais contre lui, son âge. Pour beaucoup, il apparaît comme un président de transition. Il est certain que, vu mon âge, je ne serai pas président de la CGC pendant 20 ans, ni même pendant 10 ans. Mais ce n'est pas parce que j'appartiens à une profession où on part en retraite à 60 ans que, à 60 ans, mes facultés intellectuelles m'interdiront de continuer à assumer la présidence de la CGC. Je considère donc que j'ai devant moi, s'il le faut, parce que je n'ai pas du tout l'intention de m'accrocher à ce poste, j'ai devant moi quand même 5 à 7 années où je pourrais exercer cette responsabilité. Comment voyez-vous l'évolution du rôle du cadre dans les années à venir? Le rôle du cadre dans la société, à mon avis, doit évoluer d'une manière très sensible. Le cadre qui est, en général, le responsable et l'artisan du progrès technique doit assumer dans la vie sociale les responsabilités qui découlent de ce progrès technique. Et je pense qu'il est du devoir du syndicalisme du personnel d'encadrement d'essayer de contribuer à mener le progrès social plutôt que, comme on l'a, je crois, trop souvent fait dans le passé, à subir les effets de ce progrès et à crier fort de temps en temps quand ça lui faisait trop mal. La Foire de Paris, qui fête cette année son 75e anniversaire, se tient depuis ce matin, et comme d'habitude, au Parc des Expositions de la Porte de Versailles à Paris. Elle dure jusqu'au dimanche 13 mai. On attend plus d'1 million de visiteurs. Elle s'est mise évidemment au goût du jour, puisqu'elle fait une belle place à l'organisation des voyages, au jogging, le nouveau mot un peu snob pour la course à pied, et aux plantes vertes. Nous reviendrons plusieurs fois sur la Foire de Paris. Aujourd'hui, nous avons choisi de vous présenter un secteur inattendu, mettons inhabituel, les scientifiques amateurs réunis sous l'étiquette Scientiam. Louis Doucet. La Foire de Paris, comme chacun sait, c'est le commerce et l'industrie. On peut donc se demander ce que viennent y faire des scientifiques amateurs qui, eux, n'ont rien à vendre. Qu'est-ce que c'est que Scientiam? Bien sûr, SAM, c'est un rassemblement d'associations que j'ai pu réaliser, je me dis, il y a 5 ans. Et on a réussi, grâce à cela, à fonder l'Institut français des scientifiques amateurs, qui regroupe 100 000 amateurs en France. Et ça, c'est très important. D'ailleurs, on en est arrivé même à faire une revue. Et on a intéressé un éditeur, et comme c'est la revue de l'Institut, qui s'appelle Recherche et Nature, et bien là aussi, c'est une revue qui part vraiment en flèche. Science et amateur, dans toutes les disciplines, les deux termes semblent a priori incompatibles. Bien cependant... Ça dépend ce que vous entendez par amateur. Il est évident que si l'amateurisme se résume, dans notre cas, qui sommes des spécialistes du monde des insectes, à collectionner des papillons sans idée de recherche, dans ces cas-là, c'est incompatible, effectivement. Mais par contre, lorsqu'il s'agit d'amateurs qui ont pris le soin d'être formés dans des facultés comme celle de Besançon, comme celle de Rennes, qui s'ouvrent à des amateurs qui n'ont pas besoin d'être bacheliers pour pouvoir recevoir cette formation, à ce moment-là, nous avons des amateurs, des gens qui assouvissent leur passion en étant utiles à la recherche, à la science en général. Et les professionnels ne sont pas en nombre suffisant pour couvrir tout le territoire. Donc, c'est très utile d'avoir des gens qui ont la compétence, la connaissance, la passion, et qui vont nous apporter des renseignements où, géographiquement, nous n'aurions pas pu aller. Et tout ça, c'est positif? Et tout cela, c'est positif, avec le déchet classique dans toute recherche. C'est-à-dire c'est-à-dire que lorsque nous arrivons à 10% d'efficacité vraie... De l'amateur? De l'amateur. Nous sommes... Mais ça me semble énorme, ça. Nous sommes ravis, c'est ce que j'allais vous dire, oui, oui. Entre cette terre que nous foulons et le ciel au-dessus de nos têtes, une des vertus de l'amateur est de s'intéresser, jusqu'à savoir désigner les plantes, les insectes, et même, vous avez vu, les élever. Et puis aussi, appeler les étoiles par leur nom. Je suis bon, là. Tu as une clé, là? Deuxième clé. Bon, alors je te l'amène là. Tu vas voir si tu l'attends, parce qu'il y a un groupe de tâches aujourd'hui qui est pas ordinaire. Hein. Juste bon. Sud-ouest du soleil. Non, je fais la mise au point. Tu le vois là? Ah ouais. Là c'est pas étonnant parce qu'en ce moment c'est une sacrée année. Hein. C'est chouette. Hein. Je sais pas si ça va se sentir sur le climat, mais...
Exact. On voit même les facules du soleil ici. Voilà. Voilà. Puis là aussi, il y a notre groupe. C'est net là, oui. Ah oui, on les voit bien. On les voit là. très bien là. Il y a un Quand Très vous gros dites- groupe, oui, ici. Quand vous dites que c'est net, c'est une façon de parler, parce que pour le profane, hein, on n'y voit pas grand-chose. Non, mais normalement, là, c'est une observation très simple. Oui, si vous ici voulez. on les voit très bien. Hein, Oui. C'est une observation très simple, mais en réalité, on fait la photographie. On Oui. fait la photographie à travers un filtre H-alpha pour laisser passer seulement la lumière de l'hydrogène. Si les amateurs, disions-nous, ne vendent rien, ils n'achètent pas grand-chose. Ici, du télescope au miroir, ils fabriquent tout eux-mêmes. Vous fabriquez vous-même vos miroirs? Oui. Mais c'est une précision rigoureuse, ça. C'est Oui, du domaine très des précis. amateurs aussi? Oui, c'est du domaine des amateurs. Et vous voyez, ça se fabrique à la main. Alors, au départ, évidemment, ce sont des miroirs qui sont moulés, qui sont donc à surface plane. Il s'agit donc de faire une courbure au départ. Et c'est cette précision-là qui me chiffonne, et quand je vous demande si c'est du domaine de l'amateur, ça me surprend un peu. Oui, bien sûr. Mais enfin, disons, au départ, si vous voulez, la courbure est très grossière, puisque nous faisons ça avec un émery très grossier qu'on appelle le carborandum. Et bon, ensuite, évidemment, les affinez petit à petit, nous hein. affinons évidemment la courbure et les cassures du verre avec des émeries de plus en plus fins pour arriver au stade final où alors là, nous prenons un émery extrêmement fin, le rouge à polir, et qui, lui, évidemment, donne le poli de la glace, si vous voulez. On va le montrer un peu, on va le montrer. Voilà le travail. Demain, course à Longchamp, la principale épreuve de la réunion sera la poule d'essai des pouliches. Le terrain, quant à lui, sera lourd et peut-être même très lourd. Le tiercé s'adresse cette fois-ci aux chevaux d'âge, c'est-à-dire 4 ans et au-dessus. 19 partants, distance 1850 mètres. Ce n'est pas très long, il faudra être bien placé presque dès le début. Voici l'enquête et les prévisions de Pierrette Presse. Hubert Dayer, Girolata portera le plus petit poids de la course, 45 kg. Et elle est très chuchotée pour ce prochain tiercé. Quel est votre avis à son sujet ? Ben, mon avis, que c'est une jument qui, si elle a 45 kilos, c'est pas la meilleure du lot. Mais disons que le handicapeur ne l'a pas pénalisé de sa récente victoire. Et que c'est une jument qui, pour moi, incarne deux qualités essentielles d'un cheval de course, la régularité et l'honnêteté. Alors je lui vois une bonne chance. Je serai en plus content pour son propriétaire puisqu'elle m'appartient. Et si elle peut gagner, j'en serai ravi. Parce que sur ce parcours-là, 1850 mètres, le numéro à la corde joue beaucoup. Oui. Et il faut attendre à l'heure où je vous parle. Je ne connais pas le numéro que j'aurai, mais c'est un élément important. Il y aura 19 partants dans ce tiercé et Girolata n'a pas eu de chance car elle a hérité du numéro 19 à la corde. Malgré cela, tout n'est pas perdu. Elle aime en revanche le terrain lourd. Voilà. Alors en tête de ma sélection, je place Royal Pinacle, mais j'avoue que pour lui, je crains vraiment le terrain lourd. Il a été très malheureux l'autre jour à Saint-Cloud. Hein. Voilà. En revanche, il a le numéro 1 à la corde, c'est intéressant. Ensuite, American Money, qui est un cheval extrêmement régulier. Talus Filius. Oui, entraîné par Biancone le père. Alors c'est le candidat de classe dans cette épreuve. Mon cheval de classe, oui. Narablou, lui aussi n'aime pas le terrain lourd, mais il est toujours à l'arrivée de ses courses, alors il faut le mettre absolument. Girolata et Princesse Amat, Guy Bonaventure, son entraîneur, est très confiant, alors on ne peut pas non plus l'éviter. Et puis Ingricia, qui porte un poids avantageux et elle aime le terrain souple, tout comme Gai Saron, qui aime vraiment le terrain lourd et qui est selon moi le meilleur outsider de la course. Mais alors avec toute cette pluie qui vient de tomber, je regrette vraiment de ne pas avoir parlé de Maginot, parce qu'il a une première chance en terrain lourd. Eh bien, vous en avez parlé maintenant. Sport, autre sport plutôt, en 8e de finale de rugby à Béziers, le Stade Toulousain a battu Valence par 7 points à 3. Automobile au Grand Prix d'Espagne de Formule 1, demain à Madrid, les Ligiers partiront en première ligne, car les essais tant de Jacques Lafitte que de Patrick Depailler ont été d'excellentes performances. Motocyclisme, 24 heures du Mans, les images reflètent bien les conditions de course depuis le départ, qui a été donné à 15 heures dans le vent, et la pluie est sur une piste détrempée, qui rendait difficile l'abord des virages. Les incidents mécaniques ont été nombreux, mais sans gravité. On attendait dès les premières minutes un duel entre les Honda, notamment celle de Léon Chemarin, et le groupe national moto. Philippe Bouzanne et Dominique Pernet avaient réussi les meilleurs temps aux essais et ils étaient partis sur la première ligne. Mais dès le départ, Christian Léon prenait nettement la tête avec son équipier Chemarin. Ils sont les favoris de cette course d'endurance qu'ils ont d'ailleurs gagnée l'année dernière. Et dans moins de 24 heures, on aura le résultat. Le temps, eh bien ma foi, dimanche, le temps sera souvent très nuageux et passager. Oh mon Dieu, je demande pardon, j'ai oublié de vous parler de la parution demain
d'un nouveau confrère, c'est-à-dire le matin, dimanche. Voici la morasse de ce journal. Il paraîtra en couleur. Ici, il est en noir et blanc. Je reviens donc à la météo, que j'avais démarré un petit peu trop tôt. Le temps sera souvent très nuageux et passagèrement pluvieux. Ces pluies seront plus marquées sur les massifs montagneux et dans l'après-midi, et la soirée sur la Bretagne, les Flandres et les Ardennes. Il y aura cependant des éclaircies près de l'Atlantique et sur la région méditerranéenne. Les températures minimales seront généralement en hausse. Ce soir, les dernières informations de la journée vous seront données par Bernard Pradino. Demain, n'oubliez pas l'édition de la mi-journée. Demain soir, nous pourrons nous retrouver si vous le désirez. En tout cas, bonne soirée. Merci.